Eh bien, maintenant, on va parler de vous. Essentiellement de vous. Et pour cela, je laisse Fred j'attendais ce moment vous tirer le portrait avec ses jeux de mots. J'attendais avec impatience ce moment béni. Franz Olivier Gisbert, qui êtes-vous? Quand on m'a dit « tu vas faire le portrait de Franz », j'ai dit « chouette, je vais pouvoir m'amuser avec cet oiseau rare, ce drôle d'oiseau ». Puis je me suis rappelé que vous étiez végétarien et je ne voulais pas vous mettre de mauvais poils. Et pourtant, j'en avais des jeux de mots avec plumes et pas que des cucus, vous imaginez. Alors, comment tirer le portrait de cet homme aussi divers fût-ce en été? Très compliqué. Philosophe? Non. Vous êtes passager clandestin. Et en même temps, vous êtes du genre gai savoir. Que l'on ne s'y trompe pas, France, c'est pas le Ganitch à sa mémère. C'est très raffiné. Hein, c'est un dog, le Fogg. Peut-être certaines vannes doivent passer au-dessus de la tête des gens. Il pas mal, aime mordre, il attaque les mollets avec des beaux mots. Et les politiques, il les taque et retoque. Franz Olivier Gisbert, qui êtes-vous? Vous êtes un homme de lettres, qui se conjugue par tous les temps. Nyctalope ou en plein brouillard, le Fogg a le paf dans le pif. Né au vent, vous humez vos contemporains, mais pas trop. Vous racontez les hommes et la nature des hommes. Romans ou essais, chroniques, les voyelles et les consommes valsent toujours le long des strophes claires. Franz Olivier Gisbert, du Charles Trenet, hein. Vous êtes un stabilosophe. Vous surlignez la vie, nos vies, des vies à l'envie. Alors, Franz Olivier Gisbert, qui êtes-vous? On va le savoir avec Charlotte. On va le savoir avec Charlotte. On va essayer. En tout cas, Franz, merci d'être notre invité. Merci beaucoup, effectivement. Merci de m'avoir invité. Alors, Franz, ne soyez pas étonné par la forme que prendra cette interview. Vous savez, les internautes qui nous regardent actuellement s'intéressent à vous. Alors, on va les laisser vous approcher. Pendant l'interview, Fred vous posera les questions des internautes. À la volée. Bah oui. Et ben voilà, bien entendu. c'est ça. C'est le principe de l'émission. Alors, on va faire quelque chose de simple, très simple. C'est qu'on va vous poser beaucoup de questions. Vous essayez de nous faire des réponses assez courtes pour qu'on puisse... beaucoup de mal. Hein. Bah, je sais, c'est justement pour ça que j'ai un stabilo, que j'ai d'autres stylos et je peux vous les jeter dessus, monsieur. Non, et c'est énormément de digressions. Et c'est comme ça, mais faites pas de digression, on y va. On est parti. Franz, quand vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule, en arrière, sur vos 50 ans de parcours, qui voyez-vous? Oh, plein de gens, un monde fou, parce que je sais que je dois beaucoup à plein de grands professionnels. Je ne vais pas citer tous les noms, il y en a tellement. Je pense, sur le plan littéraire, je dois énormément à quelqu'un qui s'appelle Julien Green. Ouais. Et je pense souvent à lui, dans la journée, à tout moment. Mais évidemment, je ne vais pas vous parler de mes parents, mais je pense beaucoup à mes parents. Comme vous savez, avec la vie qui passe, c'est très étonnant de voir qu'on pense de plus en plus à ses parents. Plus la mort nous a éloignés, ça fait quand même très longtemps qu'ils sont morts les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense plusieurs fois par jour, à ma mère notamment, mais à mon père aussi. Et que voyez-vous en arrière, sur ces 50 ans de parcours? Du temps perdu, beaucoup. Moi, j'aime la vie et j'ai aussi gaspillé beaucoup de temps. J'ai fait énormément de bêtises, je regrette plein de choses. Oui, souvent, c'est du regret. C'est pour ça que j'essaye de pas trop regarder derrière. Parce que si je commence à regarder derrière, je commence à avoir des regrets et même pire que ça, beaucoup de remords. Notamment sur ma vie privée, sur toutes ces choses. Donc je vais plutôt de l'avant. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui la dévore et puis qui tient l'assiette. Vous savez, j'ai toujours peur qu'on me l'enlève. Il y a encore des trucs à prendre. Hein. Oui. Mais là, vous en avez, ouais. Alors, vous noterez que volontairement, je n'ai pas prononcé le mot de carrière, car comme vous dites, vous vous êtes toujours laissé mener, sans aucun objectif particulier. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui... Quand un jeune vient me voir en me disant comment on fait pour avoir une belle vie de journaliste, surtout ne pas faire carrière. Je pense que c'est ça la vraie réponse, la bonne réponse. On est cerné toujours par des gens qui font carrière et qui s'emmerdent et qui ne savent pas où ils vont, etc. Moi, je pense qu'il faut savoir changer. Moi, je pourrais même, d'ailleurs, je veux dire, à un moment donné dans ma vie, j'aurais pu finir chauffeur de taxi, j'aurais été très heureux. Moi, j'aime la vie, et quelle que soit la situation, et de toute façon, je vais toujours tout positiver. Vous savez, on appelle ça la résilience, on appelle ça comme on veut. Mais il y a des types de tempéraments comme ça, ils sont nés avec un sourire, déjà quand ils étaient bébés, un sourire qu'on peut considérer comme niais. Ma femme a dit un jour un truc très juste à la télé, je me souviens, un petit truc qui me concernait, sur moi, un petit portrait comme ça, comme vous faites, et elle a dit, il est bizarre, il se lève toujours du pied droit. Non, mais c'est vrai. Et même, moi, j'ai toutes les catastrophes, les emmerdes, tout ce que vous voulez, tous les emmerdes de la vie, et ben, je vais quand même me lever toujours du pied droit. Même si parfois, évidemment, les journées peuvent être dures pour une raison ou une autre, les deuils, les maladies. Vous n'avez pas eu de plan de carrière, Franz, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
de votre parcours, on puisse dire que c'est un modèle de réussite? Je ne dirais pas ça, parce que la réussite, c'est pas ça. Moi, c'est vrai que je me suis bien amusé. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les journaux où j'étais se portent mieux après. Hein. C'est-à-dire le travail que j'ai aujourd'hui à la Provence. Je rêve d'installer un truc pour des... Alors, je suis un peu mégalo, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de juste... Quand Jean-Daniel a dit un jour une phrase sur web, je crois que ça me résume assez bien. Je présume toujours de mes forces. Mais sinon, ça ne vaut pas la peine, vous voyez? Donc, je pense que je vais y arriver, même quand c'est très compliqué. Bon, la Provence, c'est pas compliqué, parce qu'il y a une équipe tutélaire, les gens y croient, c'est merveilleux d'être dans un journal comme ça. Mais je pense toujours que ça va être beaucoup plus facile que ça l'est en réalité. Je te coupe une question d'internaute. Quel animal de compagnie... Alors, c'est vraiment... quel animal de compagnie vous verriez pour Emmanuel Macron? C'est Louise Anne qui pose cette question. C'est quand même, on passe du coq à l'âne, si je puis me permettre. Ah oui, moi je verrais plutôt un chien. Un chien? Un chien, oui. Tu verrais quoi? Enfin, vous verriez quoi plutôt Non, mais on peut se tutoyer. De toute façon, on se tutoie dans la vie. C'est toujours très compliqué. Depuis très longtemps. On doit se connaître depuis 1989, monsieur. Oui, ça fait très longtemps. Alors, quel animal? Moi, je dirais un petit chien. Un petit chien. Un petit chien. Jack Russell, non, tu sais. Ouais, ce genre-là. C'est un peu énervant, les Jack Russell. Ouais, mais alors Jack Russell, c'est très intelligent. Je repasse la main à Charlotte. Un animal, ok, on va pas y passer 2 jours. Merci. Aujourd'hui, France, est-ce que vous savez répondre à la question qu'allez-vous faire plus tard? Ah non, parce que je vais vous dire un truc, je ne me suis jamais posé la question. Justement, je ne fais pas carrière, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas de quoi la vie est faite, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Quelle opportunité, quel bonheur, ou quel malheur, ou quelle tristesse, ou quelle maladie. On peut considérer que le temps tourne plus vite aujourd'hui? Avec l'âge. Oui, c'est ça que il va beaucoup plus vite pour moi que pour vous, je vous signale. C'est atroce aujourd'hui, vous savez bien. C'est pour cette raison que je vous pose cette question. À partir d'un certain âge de la vie, vous voyez des copains que vous n'avez pas vus depuis... parfois 5 ans, 6 ans, et vous avez l'impression que c'était il y a 2-3 jours. Donc c'est atroce, ce sentiment est assez atroce. Et puis voilà, on sent Restons du pied droit, restons positifs. Non, mais attendez, je suis positif, parce que ça, il faut regarder les choses. Bien sûr, non, mais tu fais un constat. Bon, et puis moi, je suis tellement heureux de vivre, d'être là encore, de savourer chaque goutte. Vous savez, la grande philosophie, c'est quand même la meilleure, c'est quand même celle d'Épicure ou de Nietzsche. Épicure, qui est là en train de regarder, qui a la maladie de la pierre, qui souffre 1000 morts, et qui dit qu'est-ce que c'est beau ce paysage, la Méditerranée, avec une petite mouche devant. Hein. Bon, bah voilà, il disait ça. Et puis Nietzsche, avec son espèce de herpès génital géant, un truc atroce, la syphilis, qui chantait, qui célébrait la vie, vous voyez, le petit élan vital de l'herbe là, qui monte vers le soleil. C'est magnifique tout ça. Donc il faut vivre ça pleinement. Voilà, moi je ne suis pas très pleurnicheur. Une autre question d'un internaute de Pourtant j'aurais des raisons. De Saline qui nous pose cette question. Devrait-on tous être véganes? Moi je suis pour le choix, évidemment. Mais je pense qu'à un moment donné, si on réfléchit à la planète, déjà, ce qu'on lui fait subir, vous savez très bien que ça ne pourra pas continuer comme ça. Si on pense aux animaux eux-mêmes, si on essaie de réfléchir au sens de la vie, si on est un petit peu panthéiste, si on se dit comme moi que Dieu c'est peut-être un peu tout, c'est vous, moi, c'est aussi les animaux. Je pense que c'est très difficile. Je ne comprends pas qu'on mange de la viande comme ça, ces gens qui bouffent de la viande à longueur de journée. Je ne comprends pas. Je vous le dis, France, sur Internet, j'aime beaucoup ce monsieur, très intelligent, beaucoup d'humour, très bon écrivain. C'est Christiane, qui dit ça. Je l'adore, Catherine. Merci Christiane, merci Catherine. On continue avec Charlotte. Le temps tourne. De certaines personnalités, on dit qu'elles n'ont peur de rien. Est-ce que cela peut s'appliquer à vous? Oui, encore, parce que je reviens, je ne fais pas carrière. Donc je m'en fous, c'est-à-dire s'il y a une catastrophe, mais j'étais comme ça déjà jeune. Frédéric Picard, qui est d'ailleurs encore plus jeune que moi, m'a connu jeune. Et c'est vrai que j'ai toujours pris le maximum de risques. On fait un métier où quand on l'exerce sans risque, on le fait mal. Je pense que les journaux, ça consiste à aller le plus loin possible, à chaque fois, d'aller dans l'information le plus loin possible, en prenant des risques dingues. Évidemment, en vérifiant toutes les informations. Bien sûr. Vérifiant tout systématiquement, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous confier que oui, certaines fois, vous avez eu peur et qu'aujourd'hui encore, professionnellement, il y a des choses qui vous font peur? Non, mais j'ai eu tort, bien sûr. J'essaie toujours d'être raisonnable, de ne pas aller trop loin, de garder, d'avoir des barrières. Et puis de temps en temps, voilà, vous faites et puis vous regrettez après. Et vous regrettez encore aujourd'hui, bien entendu, parce que de temps en temps, évidemment, je suis allé trop vite. Oui, mais pas si souvent que ça, parce que je suis quand même assez prudent, mais quand même parfois. France, le temps tourne et tout ce que tu dis, vous dites est passionnant. Mais Maurice nous pose la question, plus de groupes verts à l'Assemblée, est-ce que ça va manquer? Ah non, pas du tout. Ah non, c'était des petits...
Bon, ils avaient un petit côté Allez, parasitaire. allez-y, allez-y. Beaucoup On étaient attend très le buzz, parasitaires. quand même. Attendez, non, moi je suis Ouais, vas-y. Je suis écolo. Mais je veux dire, l'écologie, les écologistes ont tué l'écologie en France. C'est totalement, ça s'est passé en dehors d'eux. Ce sont des petits sectaires. Enfin, je sais pas, c'est la caricature de tout ça, c'est Cécile Duflot, qui est une espèce de petite politicienne comme ça, qui essaye de trouver des postes, des trucs, mais qui se fout pas mal de l'écologie. L'écologie, c'est nous les citoyens. Ce sont tous les politiciens, bien sûr, de droite et de gauche, mais ce sont nous les citoyens qui devons nous l'approprier tous les jours, justement en réfléchissant un peu devant son plat de viande. Hein, en passant comme ça. Franz, le métier de journaliste, vous le savez mieux que nous presque, a beaucoup changé. En tout cas, le modèle économique dans lequel les journalistes évoluent aujourd'hui. Mais fondamentalement, Franz-Olivier Gisbert, la recette d'un bon papier n'est-elle pas toujours la même qu'à vos débuts ? Oui, vous savez, moi, j'ai commencé dans la presse très simplement. Je suis arrivé avec un papier, j'avais 17-18 ans. Paris-Normandie ? À Paris-Normandie, un rédacteur en chef qui s'appelait Yvan Hecht, qui m'a dit « Mais Coco, c'est de la merde ton truc, mais c'est épouvantable, on ne peut pas passer ça. Voilà ce que c'est un papier. » Le truc est très très simple. Tu déroules une seule idée, une seule idée. Tu commences avec une phrase choc et tu mets de temps en temps des petites histoires. Moi, j'appelle ça des hameçons aujourd'hui pour essayer de retenir l'attention du lecteur. Et après, tu termines aussi par une formule choc parce que les lecteurs souvent commencent par la fin. Voilà, c'est ça un article. Et quand vous respectez ces règles-là, vous faites des articles que tout le monde lit, c'est-à-dire évidemment, il faut être pointu, il faut aller vite, il faut aller à l'os, etc. Parce que moi, je considère, j'ai souvent dit, oui, je m'excuse, Frédéric Picard, mais vous de avez me raison. répéter, mais j'ai souvent dit, c'est un miracle que les lecteurs nous lisent. Et d'abord, moi, c'est mon maître, le lecteur. Toujours, toujours. Je considère mon maître. Je ne comprends pas ces journalistes qui suivent des politiciens, qui suivent machin. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est le lecteur. Je veux qu'il soit content. Je veux qu'il soit fier de lire le journal. Vous voyez, le journal dans lequel je travaille. Donc, j'ai cette espèce de passion de faire partager des informations, des passions aussi, à travers les articles. Justement, puisque vous parlez de l'information, l'info n'est-elle pas de moins en moins libre, demande Brito sur Internet, sur Facebook ? Non, parce que justement, ça ne va pas de soi, la liberté d'expression, la liberté d'information, ça ne va pas de soi. Donc, comme je dis toujours, c'est une bataille. Il faut se battre chaque jour, parce que sinon, de toute façon, il y aura toujours des pressions. L'idée qu'un jour, on pourra avoir des journaux où il n'y a pas de pression, mais c'est complètement stupide. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est possible un jour. Mais non, il y aura toujours des pressions économiques, pressions politiques, enfin, pressions de toutes sortes. Oui, mais ça, on peut très bien résister aux pressions. On continue avec Charlotte. Quand on a préparé cette émission avec Frédéric Picard, on a pu constater votre enthousiasme, si ce n'est votre admiration pour parler des écrivains, des artistes, philosophes, journalistes, scientifiques également, que vous avez rencontrés, qui vous ont inspiré. Pensez-vous vous-même avoir été un modèle d'inspiration ? Et est-ce qu'on vous l'a d'ailleurs déjà exprimé ? Non, mais moi je me vois plus comme, vous avez tout à fait raison, c'est une sorte de passeur, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des choses extraordinaires ou qui ont fait des découvertes extraordinaires. C'est pas seulement les gens, parfois c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, j'adore le raconter, le faire savoir. C'est la mission de notre métier. Et parfois, je suis stupéfait de voir qu'on l'oublie. Et vous le répétez souvent, ça. Oui, bien entendu. Et c'est ça qui fait le bonheur des journaux. C'est pas juste de dénoncer. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande si vous-même vous pensez avoir été un modèle d'inspiration. Je crois pas, mais ce qui est vrai, c'est que j'aime aller en... Non, je crois pas. Mais c'est pas de la fausse modestie. Je réfléchis pas à ce sujet. Non, mais c'est pas de la fausse modestie. Je vous assure, je suis très sincère quand je vous réponds. D'une certaine manière, ça m'intéresse pas. Mais ceux qui me connaissent le savent. J'avance. Je regarde pas derrière. Et d'ailleurs, souvent, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, il vaut mieux pas. Mais j'avance. J'aime trop la vie pour me pencher sur justement. On continue. Oui, on continue. On continue. Non, mais il me coupe. Mais il a raison. Mais oui, parce que je vous connais bien. Quand je faisais l'émission avec David Pujadas, des paroles et des actes, et quand je partais un petit peu comme ça en vrille ou je faisais une digression, il faisait... Et je pilais sec parce que je suis très obéissant comme garçon. Alors on continue parce qu'on a encore pas mal de questions. Quel compliment vous pensez mériter aujourd'hui ? Alors il y a un truc, ce qui est vrai, c'est que je travaille comme un chien. Toujours travailler comme un chien, surtout. Vous voyez, par exemple, ce roman-là, j'ai refait 3 fois. Non, mais c'est dingue, il faut être dingue pour faire ça. 3 fois Belle d'amour, j'ai remis le truc à 0, etc. Donc je travaille. Les articles, c'est pareil. Si l'article me plaît pas, je vais recommencer. Je vais couper beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui écrit parfois un peu long, et je coupe. Donc, ouais, je suis un travailleur, et je suis libre aussi. Ça, c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas m'enlever ça. Moi, quand je pense à un truc, je le dis, et quand j'ai une information forte, même si elle gêne beaucoup de gens, y compris des gens que j'aime bien, je la balance. Si je suis sûr qu'elle est vérifiée, bien entendu. Mais je la balance, je ne me pose même pas la question. Je fais comme pour David Pijadas, je fais comme ça, il faut arrêter. Fais comme ça. Je fais comme ça, et là, tu t'arrêtes. Franz-Olivier Gisbert, à peine arrivé au Figaro, vous vivez un événement extraordinaire, c'est la chute du mur de Berlin en novembre 89, un moment historique et émouvant.
Je crois que dans votre cas, ça a été particulièrement émouvant. C'est juste incroyable, parce que j'arrivais mal à lire ce que j'écrivais, parce que je pleurais. Ouais. Et c'est-à-dire, je pleurais, et je veux dire, jusqu'au sanglot. Vous voyez, c'était... Vous écriviez votre édito. Oui, c'était l'édito, j'ai fait l'édito, j'ai eu la chance, justement, de faire l'édito ce jour-là. C'est une journée historique, mais ça, c'est le journalisme. Et puis, je me souviens, j'étais là, et au départ, puis je voyais on voyait les images à côté. Puis on ne savait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que non, est-ce que c'est... Et c'était tellement beau, la joie des gens, on avait l'impression. Et puis, on se racontait déjà l'histoire, on la connaissait derrière. Alors c'est vrai, j'ai choqué beaucoup de gens à l'époque, parce que je voyais tout de suite la réunification allemande. J'ai écrit dans ce premier édito, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Et puis, surtout, je voyais derrière, évidemment, la libération de tous ces gens. Je connaissais très bien les pays de l'Est, j'allais en Russie, je voyais le malheur dans le regard des gens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de malheur social, évidemment, en Occident, évidemment, il y en a beaucoup. Mais c'était un malheur absolument général sur un fond de mensonge absolu. Et donc, j'étais heureux pour eux, bien entendu, et je pleurais, mais je pleurais de joie. Hein. On va parler un petit peu de vos romans, oui, Franz. Oui, parce que c'est important. Vous avez écrit une vingtaine de romans. Ah, je ne savais pas autant. Si, ouais, une vingtaine. Ben, on a compté. Hein, compté. Duquel êtes-vous le plus fier ? Ah non, aucun, je ne peux pas dire. Mais si, non, forcément. Parce que les livres, j'ai toujours, c'est des enfants qu'on ne reconnaît pas. Parce que quand on était écrivain comme moi-même, et je remarque que c'est la même chose pour les amis proches qui sont écrivains eux-mêmes. Tiens, Elie Wiesel en parlait volontiers, Julien Green, Le Clésio aussi. Tous ces gens-là, tous ces gens que j'aimais, que je connais, Norman Mailer aussi, c'est le livre qu'on aime, c'est toujours celui qu'on est en train d'écrire. Parce que vous savez quoi ? Enfin, moi, pour ma part, j'écris des chefs-d'œuvre. Et après, je publie des bouses. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a fini, on dit merde, non, c'est pas ça. Allez hop, et on passe au suivant. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et bon, je caricature ma pensée. Belle d'amour, et les amis que je citais, ce sont pas, je ne pense pas qu'ils pensaient tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que moi, j'ai une sorte, enfin, peut-être plus que d'autres auteurs, je rejette le livre que j'ai fini. C'est à ce moment-là qu'on fait la promo, qu'on dit, et puis qu'on écoute les gens qui vous disent c'est un très bon livre. Mais c'est pas grave, parce qu'au fond, je crois que c'est la vocation de tous les artistes. Quand on a fini un truc, eh ben, on passe au suivant et on se passionne tellement. Et c'est tellement de boulot d'écrire un roman. C'est tellement fou comme expérience. Surtout qu'on a l'impression de vivre là-bas, de vivre, au Moyen-Âge, dans les croisades. Je suis là-dedans. Quand le téléphone sonne, j'ai l'impression de tomber d'un immeuble de 50 étages. Qu'est-ce qui arrive? Où suis-je? Etc. Donc il y a ça, c'est ça. Ouais. On écrit avec une telle passion que on ne peut qu'aimer. Et puis après, il y a le côté, vous savez, on appelle ça le baby blues. Oui. Dès qu'il est parti, on vous a arraché quelque chose, on est un peu malheureux. Mais moi, quand je fais comme ça, si Pujadas fait comme ça et que vous vous arrêtez, quand je fais la même grimace, vous arrêtez aussi. Parce que c'était pas une grimace, parce que Pujadas, c'est beaucoup plus élégant que ça. Ah, bravo, merci, merci. Non, Pujadas faisait comme ça. Voilà, ben moi je te fais comme ça. Oui, fermez les yeux d'ailleurs, à peine. Je vous fais comme ça parce que Charlotte a d'autres questions passionnantes. Une question concernant votre enthousiasme en parlant de l'écriture. Votre vocation première, c'était d'être écrivain. Vous êtes devenu journaliste aussi en parallèle. Pourquoi vous l'avez... Par hasard, mais pourquoi vous n'avez pas laissé tomber le journalisme à partir du moment où vos livres ont connu du succès, que vous avez rencontré votre public et que votre public était là derrière vous? Ça, c'est une question dégueulasse. Elle est dégueulasse parce qu'elle est très profonde et c'est vrai que j'ai hésité un peu et au fond, je m'en suis toujours un peu voulu. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est vrai que les bouquins, franchement, ça marchait tellement bien, les romans, parce que le livre politique, il y a toujours un moment où ça s'arrête, mais les romans. Et pourquoi? Je vais vous dire, c'est la vérité, c'est que le journalisme est une sorte de drogue, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire, moi, j'adore écrire des romans, je suis romancier dans l'âme, il n'y a pas de problème, je suis traduit dans plein de langues, La cuisinière d'Himmler, je ne sais pas, c'est 24 traductions, et les plus grands écrivains français, ils peuvent toujours se rhabiller, certains d'entre eux. J'ai vraiment des bouquins, et puis avec des succès dans certains pays, vous voyez. Bon, mais à l'arrivée, c'est en cela que je suis quand même un écrivain qui n'est pas tout à fait comme les autres, je le reconnais, c'est que il y a un grand événement, je suis tout excité. Vous voyez, je regarde les journaux, j'achète les trucs, je suis absolument passionné. Je vais rester devant la télé pendant 2 heures la bouche ouverte, parce que j'aime ce métier. Évidemment, Alors, ce métier, c'est la curiosité. On va justement, on avait une dernière question avec Charlotte. Vous avez rencontré tous les chefs d'État, Jacques Chirac, François Mitterrand. Vous avez beaucoup. Des grands scientifiques, il faut parler d'eux. Non, mais juste, on aimerait pour parler du journaliste politique, pour parler du journaliste avec le journaliste politique. Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Très rapidement, un adjectif pour chacun d'eux. Et in fine, Emmanuel Macron, vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Et justement, un adjectif aussi. Et on verra si dans le temps, ça s'avère être exact ou pas. Voilà, ce sera notre dernière question. Monsieur Franz-Olivier Gisbert. Je fais juste Macron? Non, les autres, s'il vous plaît. Alors,
Macron. Alors, on commence par Macron, ok? Macron gionesque. Gionesque. Oui, parce que en l'interviewant, j'ai compris qu'il il était très proche de Giono. Et Giono, c'est une philosophie proche de la mienne, c'est comme ça qu'il m'a eu. Lui, il devait savoir d'ailleurs, j'étais un fou de Giono. Parce que Giono, c'est une conception du monde, panthéisme, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et il connaît cet auteur par cœur, donc il y a quelque chose de vrai. Quand il en parle, il le connaît par cœur, on voit qu'il l'a bien lu et qu'il le connaît bien. Après, Hollande, c'est l'autodérision. D'accord. Autodérision. On remonte dans le temps. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, premier degré, ça ne peut pas le faire. C'est une caïd de banlieue. Jacques Chirac, secret, comme c'est pas permis. C'est une énorme muraille, et en même temps beaucoup d'autodérision aussi. En cela, il y a vraiment, c'est Hollande et son fils, ou je sais pas, il est le père de Hollande, mais il y avait une grande ressemblance entre les deux. Et François Mitterrand, au-dessus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est au-dessus ou loin, parce qu'il mettait toujours à la distance avec les événements, avec les gens, je crois que c'était ça. Beaucoup moins secret, contrairement à ce qu'on dit. Moi, j'ai fait 1000 pages sur Mitterrand, 1000 pages sur Chirac. Beaucoup moins secret que Chirac. Mais Chirac, c'est juste incroyable. Faut y aller avec un pic à glace parce qu'il se protège. Vous voyez, c'est François Giroud qui a vu cette phrase très juste sur Chirac, absolument géniale. C'est le seul mec qui lit un livre de poésie en se cachant derrière la couverture d'un lui. Vous voyez, parce qu'il essaye toujours. Voilà, on a découvert tardivement qu'il avait une culture folle, qu'il connaissait tout. Pas seulement une culture archéologique, une culture sur les civilisations même. Donc voilà. Donc tous ces gens. Bon, alors attendez. Sur Sarkozy, je rajoute aussi hypernésique, extraordinaire. Il lit un texte, il peut le réciter après. Je suis toujours fasciné par les gens comme ça qui peuvent vous lire des pages entières qui viennent juste de lire. Et bien voilà, notre petite parenthèse, nous trois, est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh ouais, c'était sympa. Ça pouvait pas être mieux. Ouais, je reviens quand